Dans les archives fragmentées de l'Imperium, le mot pirate ne désigne pas une profession, mais une déviation lente, presque inévitable, de l'ordre vers l'oubli. À travers les siècles du 41e millénaire, les pirates ont existé comme une conséquence mécanique de l'immensité galactique, là où la loi voyage plus lentement que la lumière, et où la mémoire se désagrège avant d'atteindre son destin. Ils ne sont ni une faction unifiée, ni une idéologie stable, mais une accumulation de survivances, de capitaines déchus, de flottes errantes et de mondes abandonnés à la dérive du temps. Leur histoire ne s'écrit pas en conquête, mais en interstices, dans les vides laissés par les croisades, les guerres civiles et les extinctions silencieuses. Chaque génération de pirates hérite des ruines de la précédente, recyclant des coques antiques, des cartes stellaires corrompues et des serments dont le sang s'est effacé. Les archives Mechanicus les décrivent comme des anomalies statistiques, tandis que l'ecclésiarchie les consigne comme des symptômes spirituels d'un univers malade. Pourtant, leur persistance révèle une vérité plus profonde. Là où l'Imperium prétend imposer l'éternité, la fragmentation renaît toujours. Les pirates incarnent cette entropie lente, mêlant science dégradée et superstition pragmatique, technologie sacrée et improvisation profane. Ils naviguent entre les courants instables du warp comme des reliques conscientes de leur propre obsolescence, portant avec eux la mémoire déformée de l'âge des luttes, des expansions humaines et des trahisons oubliées. Leur histoire n'est pas une chronique d'audace, mais un long murmure de survie, inscrit dans la corrosion du métal, l'usure des cogitateurs et le silence croissant des étoiles qui ne répondent plus. Les fragments de routes mortes apparaissent dans les archives comme des lignes interrompues, des trajectoires autrefois stables dont la continuité s'est dissoute avec le temps. Elles furent tracées durant des ères où la navigation interstellaire obéissait encore à des cartes cohérentes, lorsque les balises du Warp répondaient aux prières techniques et que les routes commerciales formaient un réseau lisible. Avec l'effondrement progressif des structures impériales locales, ces voies perdirent leur fonction première sans jamais disparaître totalement. Elles demeurèrent figées dans un état de semi-existence, connues de quelques chartistes vieillissants et de capitaines aux archives incomplètes. Les pirates naquirent dans ces interstices, là où une route cesse d'être officielle sans devenir réellement interdite. Ces routes mortes ne sont pas des absences, mais des survivances dégradées. Les relevés Mechanicus indiquent que leur signature gravitationnelle persiste, que leurs points de transition warp conservent une stabilité résiduelle, bien que les balises aient cessé d'émettre depuis des siècles. Pour l'Imperium, elles représentent un risque inutile, un héritage trop coûteux à restaurer. Pour les pirates, elles sont une mémoire pratique, une continuité brisée mais exploitable. Naviguer sur ces routes exige une connaissance transmise oralement, souvent altérée, mêlant données techniques fragmentaires et rituels superstitieux. Chaque traversée devient une répétition imparfaite d'un schéma ancien, une tentative de réactiver une logique spatiale oubliée. La naissance des flottes pirates est indissociable de cette cartographie en ruine. Des vaisseaux endommagés, laissés pour morts, après des engagements mineurs ou des retraites chaotiques, trouvent refuge dans ces corridors délaissés. Là, hors des registres administratifs, ils cessent progressivement d'être impériaux sans jamais devenir autre chose. Leurs codes d'identification sont partiellement effacés, leurs lignées de commandement se fragmentent et la notion même d'autorité se transforme en simple capacité à maintenir la cohésion minimale nécessaire à la survie. Les routes mortes fournissent un cadre stable à cette transformation lente, offrant des passages prévisibles dans un univers devenu incohérent. Au fil des siècles, ces voies deviennent des axes de circulation pour des marchandises que l'Imperium ne sait plus suivre, pièces détachées, issues de modèles obsolètes, reliques technologiques non répertoriées, cargaisons de ressources extraites de mondes abandonnés, y transitent selon une logique parallèle. Les pirates ne dominent pas ces routes, ils les habitent temporairement, conscients de leur fragilité. Chaque passage peut être le dernier. Chaque saut warpe une tentative de traverser une mémoire spatiale en voie d'effacement.
Cette conscience diffuse de l'impermanence imprègne leurs pratiques, leur structure sociale et leur rapport au temps. Les routes mortes façonnent aussi une culture de l'attente et de l'écoute. Les capitaines pirates apprennent à lire les signes subtils d'un corridor en train de s'éteindre, variations infimes du Chandler, délais anormaux dans les calculs de navigation, réponses incomplètes des cogitateurs anciens. Ces indices ne sont pas interprétés comme des anomalies isolées, mais comme des symptômes d'une route qui se souvient de sa propre disparition. Continuer à l'emprunter devient un acte de négociation silencieuse avec une infrastructure cosmique dégradée. Il ne s'agit pas de défier le danger, mais de prolonger artificiellement une continuité déjà condamnée. Dans ces conditions, la piraterie n'émerge pas comme une rébellion consciente, mais comme une adaptation fonctionnelle. Les flottes qui empruntent les routes mortes cessent progressivement de dépendre des centres impériaux, développant des réseaux autonomes de réparation, de recrutement et d'approvisionnement. Les mondes situés à proximité de ces corridors deviennent des points d'ancrage temporaires, souvent ignorés par les autorités en raison de leur faible valeur stratégique. Là, des communautés entières se réorganisent autour du passage intermittent des vaisseaux pirates, intégrant leur présence comme une variable stable dans un environnement autrement abandonné. Avec le temps, les routes mortes acquièrent une dimension presque rituelle. Leur utilisation répétée inscrit dans les esprits l'idée qu'elles constituent un héritage à préserver, même si leur origine exacte se perd. Les récits de fondation des flottes pirates mentionnent souvent une première traversée réussie, décrite non comme une victoire, mais comme une confirmation de viabilité. Cette mémoire collective se transmet sans glorification, marquée par la conscience que ces routes finiront par disparaître. La piraterie s'inscrit ainsi dans une temporalité de fin prolongée, où chaque action vise moins à construire qu'à retarder l'effondrement. Les archives impériales les plus anciennes évoquent parfois des tentatives de réintégration de ces corridors, des campagnes de sécurisation rapidement abandonnées face à leur faible rendement. Ces interventions ponctuelles laissent derrière elles des traces supplémentaires de ruines. Balises à demi fonctionnelles, stations vidées de leur personnel, champs de débris cartographiés puis oubliés. Les pirates intègrent ces vestiges récents à leur propre paysage opérationnel, superposant des couches successives de déclin. Ainsi, les routes mortes deviennent des palimpsestes, portant les marques de plusieurs époques d'abandon. À mesure que les siècles s'accumulent, la distinction entre routes mortes et territoires pirates s'estompe. Les corridors cessent d'être perçus comme des moyens de passage et deviennent des lieux à part entière, dotés d'une identité fonctionnelle. Les flottes s'y croisent selon des rythmes irréguliers, échangeant informations et ressources sans formalisation durable. Ces rencontres ne donnent pas naissance à des alliances stables, mais à une reconnaissance mutuelle fondée sur l'expérience partagée de la navigation dans l'oubli. Les routes mortes servent de cadre à cette socialité minimale, suffisante pour maintenir un équilibre précaire. Lorsque certaines de ces voies s'effondrent définitivement, absorbées par les turbulences du warp ou rendues impraticables par la dérive stellaire, les pirates ne les pleurent pas. Leur disparition est intégrée comme une donnée normale, un rappel de la nature transitoire de toute structure dans le 41e millénaire. Les flottes se dispersent alors vers d'autres fragments encore utilisables, emportant avec elles des bribes de savoir et de mémoire. Ainsi, chaque route morte laisse derrière elle une trace diffuse dans la culture pirate, préparant la transition vers d'autres espaces tout aussi instables, où l'héritage du vide continuera de se recomposer sous de nouvelles formes silencieuses. Ils furent appelés héritiers non par droit, mais par résidu. Nul testament ne leur fut légué, aucune autorité centrale ne reconnut leur continuité, et pourtant ils persistèrent comme une lignée fonctionnelle, façonnée par la répétition du manque. Les héritiers du vide émergèrent lorsque les structures de commandement cessèrent de se renouveler, quand les flottes impériales perdirent la capacité de rappeler leurs éléments dispersés. Dans cet espace de désagrégation, la transmission ne passa plus par des chartes ou des sceaux, mais par l'usage répété d'outils anciens et la conservation d'habitudes devenues vitales.
Hériter signifiait savoir réparer un système sans schéma complet, maintenir une coque au-delà de sa durée rituelle, interpréter des données fragmentaires sans garantie de vérité. Le vide, pour eux, n'était pas une étendue abstraite, mais un environnement structurant. Il imposait une économie du strict nécessaire, une discipline silencieuse fondée sur l'anticipation de la perte. Chaque génération de pirates recevait des vaisseaux déjà marqués par plusieurs cycles d'abandon, où les plaques de blindage portaient des strates de réparation successives. Ces marques n'étaient pas effacées, car elles constituaient une archive matérielle. La coque devenait un document, lisible par ceux qui avaient appris à reconnaître les signes d'une rupture ancienne ou d'une adaptation réussie. Ainsi, la mémoire ne résidait pas dans des récits glorifiés, mais dans la persistance visible de l'usure. Les héritiers du vide développaient une relation particulière à l'autorité. Le commandement n'y était jamais absolu, car il reposait sur la capacité à préserver la continuité plutôt qu'à imposer une vision. Un capitaine était reconnu tant qu'il assurait la survie fonctionnelle du groupe et la lisibilité minimale de la route à venir. Lorsqu'il échouait, la transition s'opérait sans rituel spectaculaire, souvent par simple glissement de responsabilité. Cette fluidité n'était pas un idéal, mais une nécessité dictée par l'environnement. Le vide ne tolère pas les structures rigides trop longtemps. La transmission du savoir suivait la même logique adaptative. Les données techniques circulaient sous forme de fragments mémorisés, de séquences de gestes, de procédures raccourcies, dont le sens originel s'était parfois perdu. Les héritiers apprenaient à distinguer ce qui devait être conservé de ce qui pouvait être sacrifié sans conséquence immédiate. Cette sélection permanente façonnait une culture de l'essentiel, où la précision était moins importante que la reproductibilité. Un calcul approximatif, mais répété, survivait mieux qu'une équation parfaite mais oubliée. Le vide favorisait ce pragmatisme silencieux, loin de toute prétention à l'exactitude doctrinale. À mesure que les siècles s'écoulaient, les héritiers du vide se distinguaient de plus en plus des autres marges impériales. Ils ne partageaient ni la ferveur expansive des renégats idéologiques, ni l'ancrage territorial des seigneurs de systèmes isolés. Leur identité se construisait dans le mouvement, dans l'acceptation d'une absence de destination finale. Le vaisseau devenait le seul espace de continuité réelle, un microcosme où chaque élément avait une fonction connue et limitée. Cette clôture mobile remplaçait toute notion de patrie, inscrivant l'appartenance dans la répétition des cycles de maintenance et de veille. Le vide influençait également leur perception du temps. Privés de repères calendaires fiables, soumis aux distorsions du warp et à l'irrégularité des trajets, les héritiers développaient une temporalité interne. Les événements étaient datés par rapport aux réparations majeures, aux changements de route, aux pertes irréversibles. Le passé lointain se confondait avec les mythes techniques, tandis que l'avenir se réduisait à la prochaine transition réussie. Cette compression du temps renforçait une forme de lucidité sombre, l'idée que toute continuité est conditionnelle et que la disparition n'est jamais abstraite. Les relations entre flottes héritières se fondaient sur une reconnaissance tacite de cette condition partagée. Les rencontres n'étaient pas marquées par des revendications ou des démonstrations de force, mais par l'échange mesuré d'informations utiles. Une coordonnée encore viable, un rituel de maintenance légèrement optimisé, un avertissement sur une route en dégradation avancée. Ces échanges constituaient une économie de survie, où la valeur se mesurait à l'impact différé sur la continuité collective. La trahison ouverte y était rare, non par vertu morale, mais parce qu'elle compromettait un équilibre déjà fragile. Les héritiers du vide développaient aussi une relation ambiguë aux vestiges impériaux. Les symboles anciens n'étaient ni rejetés, ni pleinement vénérés. Ils subsistaient comme des marqueurs fonctionnels, des rappels d'une origine administrative devenue lointaine. Un aigle effacé sur une cloison, un fragment de litanie gravé près d'un autel technique, suffisait à maintenir une cohérence minimale. Ces éléments n'étaient pas réinterprétés, mais intégrés comme des constantes visuelles, stabilisant l'environnement psychique des équipages. Le vide, trop uniforme, nécessitait ces ancrages imparfaits. Avec le temps, certains héritiers perdaient toute référence consciente à leur origine impériale. Leur langage se modifiait,
Leurs protocoles s'éloignaient des standards connus, leurs pratiques religieuses se réduisaient à des gestes utilitaires. Pourtant, ils restaient inscrits dans une continuité humaine reconnaissable, marquée par la même obsession de la survie et de la transmission. Le vide n'effaçait pas l'humanité. Il la comprimait, la réduisait à ses fonctions les plus persistantes. Cette réduction n'était pas une déchéance spectaculaire, mais une lente adaptation à un environnement sans indulgence. Les héritiers du vide ne cherchaient pas à fonder des empires ou à inscrire leur nom dans des chroniques officielles. Leur ambition se limitait à prolonger une ligne déjà fragilisée, à transmettre un vaisseau encore fonctionnel à une génération suivante, tout aussi incertaine. Cette modestie apparente dissimulait une endurance remarquable, car survivre sans horizon grandiose exigeait une discipline constante. Chaque décision était évaluée à l'aune de sa contribution à cette continuité minimale. Ainsi, les héritiers du vide incarnent une forme de permanence paradoxale dans le 41e millénaire. Ils ne conservent pas le passé dans sa totalité, mais en fragments opérants, suffisants pour maintenir le mouvement. Leur histoire ne s'inscrit pas dans des conquêtes, mais dans la persistance silencieuse d'une humanité réduite à l'essentiel, dérivant entre des routes instables. À travers eux, le vide cesse d'être un simple décor et devient un agent actif, façonnant des lignées qui n'héritent pas d'un monde, mais d'une capacité à continuer malgré l'effacement progressif de tout le reste. Les cartographies corrompues ne sont pas des erreurs isolées, mais des systèmes entiers de connaissances lentement altérés par le temps, le warp et l'usage répété de données incomplètes. Elles naquirent lorsque les cartes cessèrent d'être mises à jour, lorsque les relevés astrométriques furent copiés sans vérification et transmis comme des reliques fonctionnelles. Dans ces documents dégradés, les coordonnées demeurent lisibles, mais ne correspondent plus exactement à la réalité mouvante des étoiles. Les pirates apprirent à naviguer, non pas malgré cette corruption, mais à travers elle, en acceptant que toute représentation de l'espace soit approximative et provisoire. Chaque cartographie corrompue porte les traces de multiples strates de réécriture. Des annotations marginales recouvrent les glyphes d'origine, des corrections ont été ajoutées sans effacer les précédentes, créant des palimpsestes d'informations contradictoires. Ces couches ne sont jamais harmonisées, car leur coexistence reflète une vérité opérationnelle. Plusieurs interprétations peuvent conduire à une traversée viable, tandis qu'une seule certitude rigide mène souvent à la perte. Les pirates lisent ces cartes comme on interprète un artefact ancien, en croisant les incohérences, en évaluant les absences, en reconnaissant les signes d'une donnée devenue dangereuse. La corruption ne provient pas uniquement des erreurs humaines. Le warp infiltre progressivement les systèmes de navigation, altérant les balises mémorielles des cogitateurs et introduisant des décalages imperceptibles dans les calculs. Une route notée comme stable peut dériver vers l'instabilité sans avertissement, tandis qu'un passage jugé impraticable peut redevenir traversable pour une durée limitée. Les cartographies corrompues enregistrent ces fluctuations de manière indirecte par des avertissements laconiques ou des symboles dont la signification s'est transformée au fil des générations. Comprendre ces signes exige une familiarité acquise par l'expérience plutôt que par l'instruction formelle. La transmission de ces cartes s'accompagne toujours d'une perte partielle de sens. Les pirates héritent souvent de fragments isolés, détachés de leur contexte initial. Une section de route, un point de transition, un repère gravitationnel suffisent à maintenir une continuité minimale. Le reste est reconstruit par extrapolation et mémoire collective. Cette reconstruction n'est jamais complète, mais elle s'adapte aux besoins immédiats. La cartographie devient alors un outil évolutif, modifié à chaque traversée, enrichi par des retours empiriques et appauvri par l'oubli des données jugées inutiles. Les cartographies corrompues façonnent une relation particulière à la vérité. Pour les pirates, une carte n'est pas un reflet fidèle du réel, mais une hypothèse de travail. Elle ne promet pas la sécurité, seulement une probabilité accrue de survie. Cette approche pragmatique se diffuse dans toutes les pratiques de navigation.
Les décisions ne sont jamais fondées sur une source unique, mais sur la convergence fragile de plusieurs indications imparfaites. La certitude est perçue comme suspecte, car elle ignore la nature changeante de l'espace traversé. Avec le temps, certaines cartes acquièrent une valeur presque symbolique. Leur ancienneté, leurs annotations accumulées et leur provenance incertaine les transforment en objets de référence, non parce qu'elles sont exactes, mais parce qu'elles ont été utilisées avec succès. Ces cartes sont conservées malgré leurs défauts, car elles incarnent une continuité d'usage. Leur corruption devient un témoignage de leur longévité. Les pirates les consultent avec respect, conscients que leur efficacité réside autant dans l'expérience qu'elles condensent que dans les données qu'elles contiennent. Les cartographies corrompues introduisent également une dimension de risque calculée dans chaque traversée. Naviguer selon ces documents implique d'accepter une marge d'erreur constante. Les capitaines intègrent cette incertitude dans leur stratégie, prévoyant des détours, des arrêts forcés et des pertes potentielles. Cette anticipation du dysfonctionnement structure les équipages, qui se préparent moins à éviter l'échec qu'à y survivre. La carte ne guide pas seulement le mouvement spatial, elle organise la gestion de l'imprévu. Les relations entre flottes sont influencées par l'état de leur cartographie respective. Une flotte disposant d'une carte légèrement plus récente ou différemment annotée détient un avantage temporaire. Les échanges d'informations cartographiques sont donc prudents et partiels. Partager une correction peut sauver une autre flotte, mais peut aussi réduire sa propre marge de manœuvre. Cette tension produit une circulation fragmentée du savoir, où chaque donnée transmise est soigneusement évaluée. La corruption se propage ainsi de manière contrôlée, limitant les effets d'une erreur unique à un nombre restreint d'acteurs. À mesure que les siècles passent, certaines cartographies deviennent si éloignées de la réalité qu'elles cessent d'être utilisables. Elles ne sont pas détruites pour autant. Elles sont conservées comme des témoignages d'itinéraires disparus, des preuves matérielles de route qui ne peuvent plus être empruntées. Ces cartes mortes occupent une place ambiguë dans la culture pirate. Elles rappellent que toute connaissance spatiale est périssable et que même les outils les plus précieux finissent par perdre leur fonction. Leur présence renforce une conscience aiguë de la fragilité des systèmes de navigation. Ainsi, les cartographies corrompues ne sont pas des échecs à corriger, mais des expressions fidèles de l'état du monde dans le 41e millénaire. Elles incarnent une connaissance adaptée à un univers instable où la précision absolue est impossible et où la survie dépend de la capacité à interpréter des signes dégradés. À travers elles, les pirates apprennent à lire un espace qui se souvient mal de sa propre forme, préparant leur dérive vers des pratiques encore plus abstraites de navigation et de mémoire, où la carte et le territoire se confondront davantage dans l'ombre persistante du warp. Les serments sans témoin naquirent lorsque toute autorité extérieure cessa d'exister de manière crédible. Dans l'espace pirate, il n'y avait plus d'archives centrales pour enregistrer une promesse, plus de clergé stable pour en garantir la portée sacrée, plus de juridiction capable d'en imposer la sanction. Pourtant, les serments persistèrent, non comme des instruments de loi, mais comme des structures mentales nécessaires à la cohésion minimale. Ils ne furent jamais proclamés publiquement. Ils circulaient à voix basse, parfois même sans mots, intégrés à des gestes répétés et à des routines partagées dont le sens se transmettait par l'usage. Un serment sans témoin n'était pas destiné à être prouvé. Il n'existait que tant que ceux qui l'avaient accepté continuaient d'agir comme s'il était réel. Cette absence de validation externe le rendait paradoxalement plus fragile et plus exigeant. Rompre un tel serment n'entraînait pas de châtiment immédiat, mais produisait une désagrégation lente de la confiance fonctionnelle. Dans un environnement où chaque rôle dépendait de la fiabilité de l'autre, cette érosion devenait rapidement visible. Un système non entretenu, une veille écourtée, une information retenue, suffisait à révéler la rupture. Le serment n'avait pas besoin d'être rappelé, car ses conséquences se manifestaient dans le fonctionnement même du vaisseau. Ces serments concernaient rarement des idéaux abstraits. Ils portaient sur des continuités concrètes,
maintenir une route tant qu'elle restait viable, transmettre une information essentielle à la flotte suivante, ne pas abandonner un vaisseau frère sans tentative d'assistance. Leur portée était limitée, précisément définie, et toujours liée à une situation donnée. Une fois cette situation dépassée, le serment cessait d'avoir un sens opératoire. Il n'était ni renouvelé ni célébré. Il se dissolvait dans l'oubli, laissant derrière lui une trace implicite dans les comportements futurs. L'absence de témoins modifia profondément la nature de la loyauté. Celle-ci ne se fondait plus sur l'appartenance à une structure durable, mais sur la répétition d'actes cohérents dans le temps. Être loyal signifiait agir conformément à ce qui avait été implicitement accepté, même lorsque la transgression semblait avantageuse à court terme. Cette loyauté n'était pas morale au sens traditionnel. Elle était une forme de rationalité collective, née de la compréhension que la survie individuelle dépendait d'un minimum de prévisibilité chez les autres. Les serments sans témoin servaient à produire cette prévisibilité. Avec le temps, certains serments acquirent une dimension presque mythique. Des flottes entières se réclamaient d'une promesse originelle dont les détails exacts s'étaient perdus. Il ne restait qu'une formulation vague, souvent réduite à une maxime technique ou à un interdit tacite. Ces serments anciens n'étaient plus vérifiables, mais leur persistance structurait encore les décisions. Ils fonctionnaient comme des axiomes culturels, acceptés sans justification explicite. Leur ancienneté leur conférait une autorité silencieuse, indépendante de toute preuve. Les serments sans témoin jouaient également un rôle dans la gestion de la violence interne. Dans un espace où la force brute pouvait facilement s'imposer, ces engagements implicites limitaient les conflits ouverts. La transgression d'un serment n'appelait pas une vengeance immédiate, mais une réévaluation collective de la fiabilité du transgresseur. Celui-ci se voyait progressivement exclu des circuits d'information, des rotations critiques, des décisions anticipées. Cette marginalisation fonctionnelle était souvent plus efficace qu'une sanction violente, car elle exposait l'individu à des risques accrus sans confrontation directe. La relation aux serments impériaux anciens était ambiguë. Certains pirates conservèrent des fragments de serments codifiés, issus de traditions navales disparues. Ces formules étaient récitées lors de situations critiques, non par fidélité doctrinale, mais parce qu'elles offraient un cadre verbal familier dans l'incertitude. Leur sens originel était secondaire. Ce qui importait était leur capacité à créer un instant de synchronisation mentale entre les membres de l'équipage. Ainsi, même vidés de leur contenu légal, ces serments continuèrent de remplir une fonction stabilisatrice. Les serments sans témoin s'étendaient parfois au-delà d'un seul vaisseau. Entre flottes qui se croisaient régulièrement sur les mêmes routes, des engagements implicites se formaient. Respecter certains points de ravitaillement, ne pas attirer l'attention impériale sur des corridors fragiles, avertir en cas de dégradation majeure. Ces accords n'étaient jamais formalisés. Leur existence se manifestait uniquement par leur respect répété. Lorsqu'un de ces serments interflottes était rompu, la conséquence n'était pas une guerre ouverte, mais une reconfiguration silencieuse des trajectoires, chacun cherchant à éviter désormais un partenaire devenu imprévisible. Avec les siècles, la nature même du serment se dégradait, à l'image de tout ce qui persistait trop longtemps dans le vide. Les formulations devenaient plus courtes, les engagements plus étroits, la mémoire de leur origine plus floue. Cette érosion n'était pas perçue comme une perte tragique, mais comme une adaptation. Des serments trop complexes ne survivaient pas à la fragmentation des équipages et à la dérive des routes. Seuls subsistaient ceux qui pouvaient être maintenus sans support écrit ni validation externe. Ainsi, les serments sans témoin constituent une infrastructure invisible de la piraterie du 41e millénaire. Ils remplacent les lois disparues, les institutions effondrées et les traditions trop lourdes pour survivre au vide. Leur force réside dans leur fragilité même. Parce qu'ils ne reposent sur rien d'autre que la continuité des actes, ils obligent ceux qui les portent à une vigilance constante. Dans un univers où tout tend vers l'effacement, ces serments offrent une forme de cohérence transitoire, suffisante pour retarder la dissolution totale et permettre à la dérive collective
de se poursuivre vers des fragments encore inconnus. Les coques de l'âge perdu ne furent donc jamais conçues pour survivre aussi longtemps. Elles étaient des produits d'une époque où la standardisation industrielle et la confiance dans la permanence dominaient encore la pensée humaine. Lorsque ces vaisseaux quittèrent pour la première fois les chantiers stellaires, leur durée de service était calculée en siècles mesurables, non en millénaires fragmentés. Pourtant, dans la piraterie du 41e millénaire, ces coques persistent comme des vestiges fonctionnels, maintenus au-delà de toute intention originelle par une succession de réparations, de substitutions et de compromis techniques. Chaque coque issue de l'âge perdu porte une géométrie qui trahit son origine. Les lignes sont plus simples, les volumes plus généreux, conçus pour accueillir des systèmes aujourd'hui disparus ou devenus incompréhensibles. Les pirates ne cherchent pas à restaurer ces architectures à leur état initial. Ils les adaptent, comblant les vides par des structures improvisées, renforçant les points faibles révélés par des siècles d'usage. La coque devient un assemblage hétérogène où les plaques d'origine côtoient des ajouts de provenance incertaine. Cette hétérogénéité n'est pas dissimulée, car elle constitue la preuve visible de la survie continue. La maintenance de ces coques repose sur une compréhension empirique plutôt que doctrinale. Les schémas officiels, lorsqu'ils existent encore, ne correspondent plus à la réalité matérielle du vaisseau. Les pirates apprennent à lire les tensions du métal, à reconnaître les vibrations annonciatrices d'une rupture, à anticiper les zones où la corrosion warp a modifié la structure interne. Ces savoirs ne sont pas codifiés, ils se transmettent par observation et répétition, intégrés à une routine quotidienne où chaque intervention prolonge la viabilité globale sans jamais la garantir. Les coques de l'âge perdu façonnent aussi l'organisation interne des équipages. Les espaces prévus pour des effectifs différents sont réaffectés, subdivisés ou abandonnés. Certains compartiments deviennent inaccessibles, scellés non par sécurité rituelle mais par oubli fonctionnel. D'autres sont surutilisés, renforcés par des strates successives de réparation. Cette redistribution de l'espace influence la vie à bord, créant des zones de concentration humaine et des volumes vides perçus comme des marges silencieuses. Le vaisseau n'est plus un plan rationnel, mais un territoire vécu, dont la cartographie interne évolue lentement. Avec le temps, la coque acquiert une valeur symbolique distincte de sa fonction mécanique. Elle devient le principal lien tangible avec une continuité historique dont les détails se sont perdus. Les marques d'impact anciennes, les réparations grossières et les sections remplacées sont conservées comme des repères mémoriels. Elles rappellent des traversées réussies, des pertes évitées de peu, des périodes de dégradation surmontées. La coque raconte une histoire sans mots, lisible uniquement par ceux qui ont appris à interpréter ces irrégularités. Les tentatives impériales de classification de ces vaisseaux échouent souvent. Les registres identifient une classe théorique, mais la réalité matérielle s'en éloigne trop pour permettre une correspondance fiable. Cette indétermination protège indirectement les pirates. Leur vaisseau est à la fois reconnaissable et impossible à cataloguer précisément. Il appartient à une lignée sans nom stable, dérivée de modèles anciens, mais transformée par des siècles d'usage marginal. La coque devient ainsi un objet hors nomenclature, échappant aux catégories officielles. La survie prolongée de ces coques impose aussi des limites. Chaque réparation réduit légèrement la marge de tolérance globale. Les ajouts successifs modifient la répartition des masses, les contraintes structurelles et la réponse aux champs gravitationnels. Les pirates vivent avec la conscience que leur vaisseau est un système à l'équilibre instable. Cette conscience influence leurs décisions stratégiques. Ils évitent les engagements prolongés, les manœuvres extrêmes, les environnements trop exigeants. La coque impose sa propre prudence, intégrée à la culture opérationnelle. Certaines coques atteignent un point où toute réparation supplémentaire devient contre-productive. Leur structure globale est trop compromise pour supporter de nouvelles modifications. À ce stade, elles ne sont pas immédiatement abandonnées. Elles continuent de naviguer tant que les fonctions essentielles restent opérationnelles. Leur fin n'est pas marquée par une destruction spectaculaire, mais par une dégradation progressive qui réduit leur rayon d'action.
elles se transforment en plateformes quasi fixes, servant de relais temporaire ou de refuge mobile à faible mobilité. Lorsque ces coques finissent par être abandonnées, elles ne sont pas détruites volontairement. Elles sont laissées sur des trajectoires stables, ancrées près de points de transition ou de mondes oubliés. Leur présence devient un repère pour d'autres flottes, une balise silencieuse indiquant qu'une continuité a existé ici. Ces épaves fonctionnelles prolongent l'utilité de la coque au-delà de sa mobilité, inscrivant son existence dans le paysage spatial. Ainsi, les coques de l'âge perdu incarnent une persistance matérielle qui dépasse toute planification initiale. Elles ne témoignent pas d'une supériorité technologique passée, mais d'une capacité humaine à maintenir l'usage au-delà du sens originel. Dans la piraterie du 41e millénaire, elles sont des supports de mémoire et des contraintes physiques, rappelant que la survie repose souvent sur l'exploitation patiente de ce qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Les dynasties sans trône prirent forme sans proclamation ni fondation claire. Elles émergèrent lorsque certaines lignées de commandement cessèrent de s'interrompre, non parce qu'elles furent sanctifiées par une autorité supérieure, mais parce qu'elles se révélèrent fonctionnellement viables sur la durée. Dans l'espace pirate, où toute stabilité est conditionnelle, la répétition devint un critère de légitimité. Un nom transmis, un symbole maintenu, une méthode de navigation reproduite suffisait à établir une continuité reconnue, même en l'absence de territoire, de capitale ou de trône matériel. Ces dynasties n'étaient pas centrées sur une personne, mais sur une suite de pratiques. Le capitaine n'en était jamais l'incarnation absolue. Il agissait comme un dépositaire temporaire d'un ensemble de décisions éprouvées. Lorsqu'il disparaissait, volontairement ou non, la lignée ne s'éteignait pas nécessairement. Elle persistait tant que quelqu'un reprenait les routines, respectait les limites implicites et maintenait les relations construites avec d'autres flottes. La dynastie survivait à ces figures, précisément parce qu'elle n'avait jamais reposé sur une autorité charismatique durable. L'absence de trône n'était pas un manque, mais une condition structurelle. Sans point fixe à défendre, ces dynasties évitaient l'enlisement territorial. Leur pouvoir se mesurait à leur capacité à circuler, à être reconnus sur plusieurs routes fragmentées, à maintenir des accès intermittents à des ressources dispersées. Un trône aurait impliqué une vulnérabilité, une localisation stable exposée à la tension impériale ou aux rivalités internes. En restant mobiles, les dynasties sans trône conservaient une invisibilité relative, suffisante pour prolonger leur existence. La transmission au sein de ces lignées suivait des règles implicites. Elle ne se faisait pas toujours par filiation biologique. L'héritier était celui qui avait assimilé les gestes essentiels, compris les équilibres tacites et accepté la responsabilité de maintenir la continuité. Cette sélection informelle produisait des successions parfois brutales, mais rarement arbitraires. Un héritier incapable de préserver les pratiques se voyait rapidement marginalisé. La dynastie ne validait pas l'échec prolongé. Elle se reconfigurait autour d'un autre dépositaire, sans cérémonie ni rupture officielle. Les dynasties sans trône développèrent des signes de reconnaissance discrets. Un motif récurrent sur la coque, une configuration particulière des balises de communication. Une séquence de manœuvres d'approche reconnaissables suffisait à signaler leur appartenance. Ces marqueurs n'étaient pas destinés à impressionner, mais à être identifiés par ceux qui partageaient le même espace opérationnel. Ils facilitèrent des interactions prévisibles, réduisant les risques de confrontation inutiles. La reconnaissance mutuelle remplaçait la hiérarchie formelle. Avec le temps, certaines dynasties acquéraient une réputation diffuse. Elles étaient connues pour la fiabilité de leurs échanges, la prudence de leur trajectoire ou la constance de leurs engagements implicites. Cette réputation constituait leur principal capital. Elle se construisait lentement et pouvait se perdre rapidement. Une décision irréfléchie, une rupture de serment tacite suffisait à compromettre des décennies de continuité. La dynastie ne disposait d'aucun mécanisme externe pour restaurer sa crédibilité. Elle dépendait entièrement de la mémoire collective des autres flottes. La relation de ces dynasties à l'impérium était indirecte.
elles n'étaient pas toujours perçues comme des menaces distinctes, car leur structure diffuse échappait aux classifications classiques. Les archives impériales mentionnaient parfois des noms récurrents, sans jamais établir de lien formel entre eux. Cette fragmentation des références protégeait les dynasties sans trône, qui n'existaient jamais pleinement dans les registres. Elles subsistaient dans les marges de la documentation officielle, comme des anomalies statistiques sans centre identifiable. Les dynasties sans trône influençaient également la culture pirate en introduisant une temporalité longue. Leur persistance suggérait que certaines formes de continuité étaient possibles sans accumulation de pouvoir centralisé. Elles offraient un modèle alternatif fondé sur la répétition disciplinée plutôt que sur l'expansion. Ce modèle attirait ceux qui cherchaient à survivre sans s'exposer à une destruction rapide. Il décourageait les ambitions excessives, rappelant que la visibilité accrue entraîne inévitablement une réponse destructrice dans le 41e millénaire. À mesure que les siècles passaient, certaines dynasties se fragmentaient en branches distinctes. Chacune conservait une partie des pratiques originelles, les adaptant à des contextes différents. Cette fragmentation n'était pas vécue comme une scission hostile. Elle reflétait une adaptation aux contraintes locales. Les branches reconnaissaient parfois leur origine commune, mais n'entretenaient pas de coordination durable. La dynastie devenait alors une constellation de pratiques apparentées plutôt qu'une entité unifiée. Lorsque les dynasties sans trône finissaient par disparaître, leur extinction n'était pas immédiatement perceptible. Aucun événement unique ne marquait leur fin. Leur nom cessait simplement d'être reconnu. Leurs marqueurs devenaient obsolètes. Leurs pratiques se diluaient dans celles d'autres flottes. Cette disparition graduelle reflétait leur mode d'existence. Elle n'était jamais totalement présente, et donc jamais totalement absente. Elle laissait derrière elle des traces diffuses dans les habitudes de navigation, les protocoles tacites et les récits fragmentaires. Ainsi, les dynasties sans trône incarnent une forme de pouvoir résiduel adaptée à un univers fragmenté. Elles démontrent qu'une continuité peut exister sans centre, sans territoire et sans légitimation formelle. Dans la piraterie du 41e millénaire, elles constituent des structures de survie prolongées, silencieuses et instables, qui prolongent l'héritage humain non par domination, mais par persistance méthodique au sein d'un vide toujours plus indifférent. L'économie de pillage rituel ne naquit pas de la cupidité immédiate, mais d'une nécessité de régulation, dans un espace où l'extraction totale conduisait rapidement à l'effondrement. Les pirates comprirent, par l'expérience répétée, que piller sans mesure revenait à détruire les rares structures dont ils dépendaient encore. Ainsi se forma une logique économique paradoxale, fondée sur la prédation contrôlée et la répétition codifiée d'actes de capture. Le pillage cessa d'être un événement chaotique pour devenir un processus intégré à la survie collective. Dans cette économie, la valeur d'une cible n'était jamais absolue. Elle était évaluée en fonction de sa capacité à rester exploitable dans le temps. Les routes commerciales secondaires, les convois marginaux et les installations périphériques constituaient des sources préférentielles, précisément parce que leur perte totale n'attirait pas immédiatement une réponse impériale écrasante. Les pirates évitaient les frappes définitives. Ils privilégiaient des prélèvements incomplets, laissant derrière eux une structure affaiblie mais encore fonctionnelle. Ce choix n'était pas moral. Il relevait d'un calcul à long terme, dicté par la conscience que la répétition exige la persistance de la proie. Le caractère rituel du pillage se manifestait dans la constance des méthodes. Les mêmes phases se répétaient: approche mesurée, neutralisation ciblée, extraction rapide, retrait sans poursuite prolongée. Ces séquences étaient transmises comme des schémas éprouvés, rarement modifiés sans nécessité. Leur stabilité réduisait l'imprévu et limitait les pertes. Avec le temps, ces pratiques acquéraient une dimension quasi cérémonielle. Chaque étape était exécutée avec une précision fonctionnelle, non par tradition sacrée, mais parce que toute déviation augmentait le risque de rupture de l'équilibre. Les biens prélevés reflétaient cette rationalité. Les pirates privilégiaient les ressources difficiles à produire de manière autonome.
pièces de rechange standardisées, carburant raffiné, données de navigation actualisées, personnel spécialisé. Les cargaisons de luxe ou les objets symboliques n'étaient en prix que lorsqu'ils pouvaient être convertis rapidement. Le pillage rituel n'encourageait pas l'accumulation ostentatoire. Il favorisait une circulation rapide des ressources, intégrée aussitôt dans les cycles de maintenance et de survie. Cette économie générait ses propres règles implicites. Certaines cibles étaient considérées comme épuisées et temporairement exclues des circuits de prédation. D'autres étaient reconnues comme trop instables pour justifier une intervention. Ces évaluations circulaient entre flottes sous forme d'avertissements laconiques. Une cible surexploitée devenait inutile à tous. Ainsi, même en l'absence de coordination centrale, un équilibre fragile se maintenait, fondé sur une compréhension partagée des limites de l'extraction. Le pillage rituel façonnait également les relations internes aux équipages. Chaque membre savait que la réussite ne dépendait pas d'un acte individuel spectaculaire, mais du respect collectif des séquences établies. La discipline prenait une forme silencieuse, ancrée dans la répétition. Les erreurs n'étaient pas punies par des sanctions exemplaires, mais par une réduction de confiance et de responsabilité. La ritualisation du pillage produisait une cohésion pragmatique, centrée sur l'efficacité et la continuité. Avec le temps, cette économie attira des acteurs extérieurs. Des intermédiaires marginaux, des mondes oubliés et des stations semi-autonomes s'adaptèrent à ces cycles de prédation contrôlés. Ils ajustèrent leur flux pour absorber des pertes régulières sans s'effondrer. Cette adaptation mutuelle créa des zones grises où le pillage devenait une variable intégrée à l'économie locale. L'impérium percevait ces zones comme instables, sans toujours comprendre qu'elles avaient atteint un équilibre non officiel, soutenu par la répétition ritualisée de la perte. Le pillage rituel modifia aussi la perception de la violence. Celle-ci n'était plus une fin ni un moyen de domination durable. Elle devenait un outil ponctuel, strictement encadré par la nécessité. Les affrontements prolongés étaient évités, car ils rompèrent le cycle économique. La violence excessive était perçue comme une forme d'incompétence stratégique. Ainsi, dans un paradoxe caractéristique du 41e millénaire, la piraterie développa des mécanismes de limitation interne, non pour préserver la vie, mais pour préserver la continuité des flux. Lorsque cet équilibre était rompu, les conséquences se propageaient rapidement. Une flotte qui surexploitait une route attirait l'attention impériale, provoquant des campagnes de répression qui affectaient l'ensemble des acteurs. Dans ces situations, les autres flottes ajustaient leur trajectoire, abandonnant temporairement les zones compromises. Le pillage rituel montrait alors sa fragilité. Il ne protégeait pas contre l'intervention massive, mais il en retardait l'occurrence, offrant un temps précieux pour la dispersion. À long terme, cette économie ne produisait pas de croissance cumulative. Elle maintenait un état stationnaire de survie amélioré, sans accumulation durable de puissance. Cette stagnation n'était pas perçue comme un échec. Elle correspondait à une compréhension lucide de l'environnement. Dans un univers où toute expansion attire une réponse destructrice, la répétition contrôlée valait mieux que la conquête. Ainsi, l'économie de pillage rituel constitue l'un des piliers silencieux de la piraterie du 41e millénaire. Elle démontre que même dans la prédation, une forme d'ordre peut émerger, non par idéologie, mais par nécessité. Ce système, fragile et sans garantie, prolonge la survie de ceux qui acceptent de limiter leur prise pour préserver la possibilité d'une prise future, inscrivant la piraterie dans une logique de durée plutôt que d'instant. Le warp, comme frontière, ne fut jamais défini par une ligne fixe, ni par une séparation claire entre territoires. Il s'imposa progressivement comme une limite fonctionnelle, une zone de transition où la navigation cessait d'être un déplacement et devenait une négociation permanente avec l'instabilité. Pour les pirates, le warp n'était ni un simple moyen de voyage, ni un espace hostile à éviter. Il constituait une frontière mouvante, plus fiable que toute démarcation politique, car ces variations imposaient des contraintes que nul ne pouvait ignorer durablement. Cette frontière n'était pas symétrique. Elle ne séparait pas deux espaces équivalents, mais un réel dégradé d'un autre,
plus incertain encore. Chaque entrée dans le warp impliquait une perte partielle de contrôle, une acceptation tacite que les calculs, les rites et l'expérience ne garantissaient qu'une probabilité de sortie viable. Les pirates intégrèrent cette incertitude dans leur conception même de l'espace. Là où l'Imperium tentait d'imposer des corridors normés, il reconnaissait le warp comme une zone où toute frontière devait rester flexible pour être praticable. Le warp fonctionnait ainsi comme un filtre. Les flottes incapables de s'adapter à ces variations disparaissaient rapidement, laissant derrière elles peu de traces exploitables. Celles qui survivaient développaient une sensibilité accrue aux signes faibles. Fluctuations émotionnelles de l'équipage, anomalies répétées dans les auspex, réponses retardées des champs de protection. Ces signaux n'étaient pas interprétés isolément, mais comme des indicateurs d'un seuil à ne pas franchir. La frontière warp n'était pas marquée par un point précis, mais par une accumulation de signaux suggérant qu'il était temps de modifier la trajectoire ou de se retirer. Cette frontière jouait aussi un rôle dans la structuration des routes pirates. Certaines zones du warp devenaient impraticables pendant des générations, puis redevenaient accessibles sans avertissement. D'autres, réputées stables, se dégradaient lentement jusqu'à devenir mortelles. Les pirates ne cherchèrent pas à stabiliser ces zones de manière permanente. Ils les utilisaient tant qu'elles le permettaient, puis les abandonnaient sans nostalgie. Le warp imposait une cartographie temporelle où la viabilité d'un passage dépendait autant du moment que de la position. Le caractère frontalier du warp influençait profondément les relations entre flottes. Traverser une zone instable équivalait à un engagement tacite. Une flotte qui partageait une route warp fragile avec une autre acceptait implicitement une forme de solidarité minimale. Attirer l'attention excessive, provoquer des perturbations inutiles ou prolonger une présence risquée compromettait l'équilibre pour tous. Cette interdépendance silencieuse produisait des comportements de retenue inhabituels dans un contexte de piraterie. Le warp imposait ses propres règles, indépendantes de toute volonté humaine. La frontière warp séparait également des régimes de mémoire distincts. Ce qui entrait dans le warp en ressortait rarement identique. Les données pouvaient être altérées, les chronologies désynchronisées. Les souvenirs eux-mêmes devenaient instables. Les pirates apprirent à accepter cette altération comme un coût structurel. Ils développèrent des méthodes de redondance imparfaites, multipliant les copies, comparant les récits, ajustant les calendriers internes. La frontière warp n'effaçait pas seulement l'espace, elle fragmentait le temps, rendant toute continuité dépendante d'un effort constant de réconciliation. Cette fragmentation temporelle renforçait l'isolement des flottes. Une traversée réussie pouvait aboutir à un espace où des décennies s'étaient écoulées à l'extérieur, ou au contraire, où presque rien n'avait changé. Les pirates cessaient alors de concevoir leur trajectoire comme des allers-retours prévisibles. Chaque passage devenait une rupture potentielle avec les réseaux connus. Cette incertitude transformait le warp en frontière existentielle, séparant non seulement des lieux, mais des versions différentes du même monde. Le warp comme frontière façonnait aussi la spiritualité pirate. Les rites associés à la navigation n'étaient pas destinés à apaiser des entités abstraites, mais à maintenir une cohésion mentale suffisante pour traverser l'indétermination. Les gestes répétés, les litanies techniques et les silences imposés servaient à réduire la variance psychique, limitant les perturbations susceptibles d'attirer des phénomènes incontrôlables. La frontière warp exigeait une discipline intérieure autant que mécanique. Ceux qui ne pouvaient maintenir cette cohérence devenaient des points de faiblesse, exposant l'ensemble de la flotte. Dans ce contexte, la frontière warp remplaçait les frontières politiques traditionnelles. Les pirates n'avaient pas besoin de défendre des systèmes ou des secteurs. Leur territoire était défini par leur capacité à franchir certains seuils et à en éviter d'autres. Une flotte capable de naviguer régulièrement dans une zone warp instable détenait un avantage stratégique, non par domination, mais par accès différencié. Cet avantage restait temporaire, car le warp ne reconnaissait aucune possession durable. La frontière se déplaçait dès qu'elle était exploitée de manière répétée. Les tentatives impériales de sécurisation du warp échouaient souvent à reconnaître cette nature frontalière.
En cherchant à fixer des routes, à imposer des balises permanentes, l'Imperium traitait le warp comme un espace à domestiquer. Les pirates, eux, l'abordaient comme une limite à respecter. Cette différence de posture expliquait en partie leur capacité à survivre dans des zones abandonnées par les autorités. Là où les infrastructures impériales se dégradaient rapidement, les pratiques pirates, plus flexibles, conservaient une efficacité relative. La frontière warp produisait enfin une forme de sélection culturelle. Les flottes qui persistaient développaient une acceptation profonde de l'incomplétude. Elles renonçaient à l'illusion d'un contrôle total, intégrant l'échec potentiel dans chaque décision. Cette lucidité sombre ne menait pas à la résignation, mais à une vigilance constante. Le warp rappelait à chaque traversée que la survie n'était jamais acquise et que toute continuité était provisoire. Ainsi, le warp comme frontière structure la piraterie du 41e millénaire à un niveau fondamental. Il ne sépare pas seulement des espaces, mais impose une manière d'exister dans un univers instable. En reconnaissant cette frontière sans chercher à la fixer, les pirates transforment l'indétermination en condition de survie. Leur relation au warp n'est ni de soumission ni de conquête, mais d'adaptation permanente à une limite qui se déplace sans cesse, préparant la transition vers des formes encore plus abstraites de foi, de mémoire et de continuité dans les fragments à venir. La foi recyclée en survie n'émergea pas d'une révélation, mais d'un lent processus d'érosion et de réaffectation. Dans l'espace pirate, les structures religieuses formelles se dégradèrent au même rythme que les institutions politiques. Les dogmes trop complexes, les hiérarchies cléricales et les rituels dépendant d'infrastructures stables cessèrent progressivement d'être applicables. Pourtant, la foi elle-même ne disparut pas. Elle fut fragmentée, simplifiée et réorientée vers des fonctions immédiates. Ce qui subsista ne relevait plus de la transcendance pure, mais d'une pratique adaptative intégrée à la survie quotidienne. Les pirates héritèrent de fragments de croyances impériales, de litanies techniques et de rites de protection dont le sens théologique s'était en grande partie perdu. Ces éléments ne furent ni rejetés, ni pleinement compris. Ils furent conservés parce qu'ils produisaient des effets mesurables: cohésion de l'équipage, réduction des comportements erratiques, synchronisation des actions dans des environnements à forte incertitude. La foi cessait d'être une relation verticale avec une autorité divine clairement définie. Elle devenait un ensemble d'outils cognitifs permettant de maintenir une stabilité minimale face à l'imprévisible. Cette transformation modifia profondément la nature du sacré. Les objets vénérés n'étaient plus choisis pour leur valeur symbolique universelle, mais pour leur efficacité perçue. Un ancien autel mécanique, une icône endommagée ou un fragment de texte sacré pouvaient acquérir une importance disproportionnée s'ils avaient été associés à une traversée réussie ou à une survie improbable. Leur sacralité n'était pas abstraite. Elle reposait sur une mémoire cumulative d'événements où leur présence coïncidait avec l'absence de catastrophe. La foi devenait statistique, fondée sur des corrélations empiriques plutôt que sur une doctrine cohérente. Les pratiques religieuses se réorganisèrent autour des cycles de maintenance et de navigation. Les prières furent intégrées aux procédures techniques, récitées non pour obtenir une faveur divine future, mais pour structurer l'attention et réduire les erreurs humaines. Les moments de silence imposés avant une transition warp, les gestes répétitifs lors de l'activation des champs de protection, fonctionnaient comme des mécanismes de concentration collective. La foi recyclée n'exigeait pas une croyance intérieure uniforme. Elle exigeait une participation observable, suffisante pour aligner les comportements. Cette foi fonctionnelle produisait une discipline particulière. Elle n'était pas imposée par une autorité religieuse centrale, mais par la pression de l'expérience partagée. Un membre d'équipage qui refusait de participer aux rites établis n'était pas accusé d'hérésie. Il était perçu comme une variable instable, susceptible de compromettre la cohérence du groupe. La sanction n'était pas doctrinale, mais pratique: exclusion progressive des tâches critiques, surveillance accrue, mise à distance. La foi recyclée agissait comme un filtre social.
renforçant les comportements compatibles avec la survie collective. Avec le temps, cette adaptation engendra des divergences marquées entre flottes. Chaque groupe développa ses propres séquences rituelles, adaptées à ses routes, à ses coques et à ses expériences passées. Il n'existait plus de liturgie universelle. La reconnaissance mutuelle entre flottes passait par l'observation de pratiques familières, de gestes similaires, de fragments de langage partagés. Ces convergences partielles facilitaient les interactions, suggérant une compatibilité minimale. À l'inverse, des pratiques trop divergentes inspirèrent la méfiance, non par jugement moral, mais par crainte d'une instabilité inconnue. La foi recyclée influençait également la gestion de la peur. Dans un environnement où la mort pouvait survenir sans avertissement, l'absence totale de cadre symbolique aurait produit une désintégration psychologique rapide. Les rites offraient une structure interprétative, permettant de donner un sens minimal aux pertes. Une défaillance technique devenait un rappel de vigilance, une disparition dans le warp, un signe d'erreur collective, plutôt qu'une absurdité totale. Cette rationalisation symbolique n'éliminait pas la souffrance, mais elle empêchait qu'elle ne devienne paralysante. Les pirates développèrent aussi une relation pragmatique aux entités du warp. Les récits d'influence et de présence étaient acceptés sans systématisation théologique. Les rites visaient moins à apaiser des puissances conscientes qu'à maintenir des frontières mentales claires. La foi recyclée fonctionnait comme une barrière psychique, limitant la projection de peurs individuelles dans des phénomènes collectifs incontrôlables. Elle réduisait la perméabilité mentale sans prétendre à une protection absolue. Cette modestie implicite constituait l'une de ses forces. La transmission de cette foi était largement non-verbale. Les novices apprenaient par imitation, intégrant les gestes avant d'en comprendre l'origine. Les explications doctrinales étaient rares et souvent contradictoires. Cela n'était pas perçu comme un problème. La foi recyclée n'exigeait pas de compréhension exhaustive. Elle exigeait une conformité fonctionnelle. Tant que les pratiques produisaient les effets attendus, leur justification restait secondaire. Cette approche réduisait les conflits idéologiques, car il n'existait pas de dogme central à contester. Avec les siècles, certaines flottes perdirent presque toute référence explicite aux traditions impériales. Leurs rites devinrent des séquences purement opérationnelles, vidées de toute symbolique reconnue. Pourtant, même dans ces cas extrêmes, une dimension sacrée persistait sous forme de respect non questionné pour certaines procédures. La frontière entre technique et foi s'effaçait complètement. Ce qui fonctionnait devenait sacré par définition. Ce glissement illustrait l'aboutissement de la foi recyclée, une spiritualité réduite à sa capacité à soutenir la continuité. La foi recyclée en survie produisit également une mémoire collective particulière. Les événements marquants étaient intégrés aux rites existants, modifiant légèrement leur forme. Une prière raccourcie, un geste ajouté, un silence prolongé devenaient des rappels implicites d'un événement passé. Ainsi, l'histoire se transmettait à travers la pratique plutôt que par le récit. Cette mémoire incarnée survivait mieux aux pertes de données écrites, car elle était inscrite dans les corps et les routines. Lorsque des flottes disparaissaient, leurs rites s'éteignaient avec elles, laissant peu de traces interprétables. D'autres flottes pouvaient reprendre certains gestes isolés, sans en connaître l'origine. Cette circulation fragmentée produisait une recomposition constante de la foi pirate. Elle n'était jamais stable, jamais universelle, mais toujours fonctionnelle à un moment donné. Cette instabilité n'était pas vécue comme une crise spirituelle. Elle était acceptée comme une conséquence naturelle de l'environnement. Ainsi, la foi recyclée en survie représente une adaptation profonde de la spiritualité humaine au 41e millénaire. Elle abandonne la prétention à l'éternité doctrinale pour se concentrer sur l'efficacité immédiate. Elle ne promet pas de salut transcendant, mais une continuité provisoire. Dans la piraterie, cette foi ne cherche pas à expliquer l'univers,
mais à permettre d'y persister encore un peu. Elle s'inscrit dans une logique de maintenance psychique, où le sacré n'est plus un absolu, mais une ressource parmi d'autres, recyclée sans cesse pour soutenir la fragile trajectoire de ceux qui dérivent entre les fragments du vide. Les technologies désacralisées marquent une rupture silencieuse avec l'un des piliers idéologiques les plus persistants de l'humanité impériale. Là où l'impérium sacralise la machine pour masquer l'incompréhension, les pirates furent contraints, par nécessité, d'éroder cette sacralité, sans jamais pouvoir la remplacer entièrement. Cette désacralisation ne prit pas la forme d'un rejet conscient, mais d'une adaptation progressive, dictée par l'urgence et la répétition des pannes. La machine cessa d'être un objet de vénération distante pour devenir un système faillible, manipulable, soumis à l'usure comme tout le reste. Dans les flottes pirates, la technologie ne bénéficiait plus d'un cadre rituel strictement codifié. Les litanies furent raccourcies, les gestes omis lorsque le temps manquait, les procédures modifiées sans autorisation doctrinale. Ces entorses ne furent pas perçues comme des blasphèmes, mais comme des ajustements pragmatiques. Chaque réparation improvisée réduisait un peu plus la distance symbolique entre l'humain et la machine. Cette proximité nouvelle n'engendrait pas une maîtrise totale, mais une familiarité dangereuse, faite d'essais répétés et d'erreurs accumulées. La désacralisation s'exprima d'abord dans le langage. Les machines cessèrent d'être désignées par leur titre rituel complet. Les équipages utilisaient des abréviations, des surnoms fonctionnels, parfois même des termes ironiques. Ce glissement linguistique signalait un changement profond de perception. La machine n'était plus une entité à apaiser, mais un outil à maintenir en état de fonctionnement minimal. Le respect subsistait, mais il se fondait sur la conscience de la dépendance mutuelle plutôt que sur la peur d'un sacrilège abstrait. Cette transformation modifia la manière dont les pannes étaient interprétées. Dans un cadre sacralisé, une défaillance pouvait être lue comme un signe de désapprobation ou d'erreur rituelle. Chez les pirates, elle devenait un événement technique à analyser, même si les moyens d'analyse restaient limités. Les causes étaient recherchées dans l'usure, les contraintes structurelles ou les modifications antérieures. Cette approche ne supprimait pas l'angoisse liée à la panne, mais elle la rendait opérable. L'équipage pouvait agir, tenter, corriger, au lieu de se limiter à l'expiation. La désacralisation n'impliquait pas une compréhension accrue des systèmes complexes. Au contraire, de nombreuses technologies demeuraient fondamentalement incomprises. Mais cette ignorance était assumée comme un état normal. Les pirates acceptaient de travailler avec des modèles approximatifs, des règles empiriques et des solutions partielles. La machine était perçue comme un assemblage de comportements observables plutôt que comme une entité dotée d'une volonté mystérieuse. Cette perception réduisait la distance psychologique entre l'utilisateur et l'objet, facilitant l'expérimentation contrôlée. Les conséquences de cette désacralisation furent ambivalentes. D'un côté, elle permit une plus grande flexibilité. Les pirates pouvaient adapter des systèmes conçus pour d'autres usages, détourner des composants, combiner des technologies incompatibles selon les standards impériaux. Cette hybridation produisait des configurations instables mais fonctionnelles, adaptées aux contraintes spécifiques des routes pirates. De l'autre côté, l'absence de cadre sacré augmentait les risques. Sans interdit clair, certaines modifications affaiblissaient progressivement les systèmes, accumulant des tensions invisibles jusqu'à la rupture. La figure du technicien changea également de nature. Il ne s'agissait plus d'un intermédiaire sacré entre l'humain et la machine, mais d'un praticien expérimenté, reconnu pour sa capacité à maintenir la fonctionnalité dans des conditions dégradées. Son autorité reposait sur des résultats observables plutôt que sur une investiture rituelle. Cette autorité restait fragile. Elle pouvait être remise en cause par un échec majeur ou par l'émergence d'un autre individu jugé plus efficace. La compétence remplaçait la consécration, sans jamais offrir une stabilité durable. La désacralisation influença aussi la relation à la perte technologique. Lorsqu'un système devenait irréparable, il n'était pas pleuré comme une entité profanée. Il était démonté, recyclé,
intégrés à d'autres structures. Cette approche utilitariste limitait l'attachement émotionnel, mais elle favorisait une continuité matérielle. Les fragments d'une machine défaillante pouvaient prolonger la vie d'une autre. La technologie cessait d'être un tout indivisible pour devenir une réserve de fonctions réutilisables. Avec le temps, certaines pratiques pirates furent perçues par l'Imperium comme des hérésies flagrantes. L'absence de rituels complets, la modification non autorisée de systèmes sacrés et l'usage de technologies hybrides suscitaient des réactions violentes lorsqu'elles étaient découvertes. Cette hostilité renforçait l'isolement des flottes pirates, confirmant l'impossibilité d'un retour à une orthodoxie complète. La désacralisation devenait alors irréversible, non par choix idéologique, mais par exclusion structurelle. Il est important de noter que cette désacralisation n'élimina jamais totalement la dimension symbolique de la technologie. Certains systèmes restaient entourés d'une prudence quasi-religieuse, notamment ceux dont la défaillance entraînait une destruction immédiate. Cette prudence n'était pas codifiée, mais intériorisée. Elle se manifestait par des silences respectés, des gestes ralentis, une attention accrue. La frontière entre sacré et profane ne disparaissait pas. Elle se redéfinissait constamment en fonction du risque perçu. La désacralisation produisit également une mémoire technique fragmentée. Les innovations pirates n'étaient que rarement documentées de manière formelle. Elles se transmettaient par imitation et par correction successive. Une solution efficace était reproduite tant qu'elle fonctionnait, puis abandonnée lorsqu'elle cessait d'être viable. Cette mémoire instable empêchait l'accumulation d'un savoir théorique cohérent, mais elle favorisait une adaptation rapide. La technologie devenait un flux de pratiques plutôt qu'un corpus de connaissances fixes. À long terme, cette approche contribua à une divergence technologique croissante entre l'Imperium et les marges pirates. Les systèmes pirates devenaient de plus en plus idiosyncratiques, adaptés à des contextes précis, impossibles à reproduire ailleurs sans l'expérience correspondante. Cette singularité constituait une forme de protection. Un vaisseau pirate capturé perdait une grande partie de sa valeur sans les connaissances implicites nécessaires à son fonctionnement. La technologie désacralisée devenait ainsi indissociable de ceux qui la maintenaient. Ainsi, les technologies désacralisées illustrent une transformation profonde de la relation humaine à la machine dans la piraterie du 41e millénaire. Elles ne témoignent ni d'un progrès éclairé ni d'une régression totale, mais d'une adaptation contrainte à un environnement où la survie prime sur la conformité. En abandonnant la sacralité comme principe absolu, les pirates gagnèrent une flexibilité précieuse au prix d'une instabilité permanente. Cette tension, jamais résolue, façonne leur rapport au monde matériel et prépare le terrain pour des formes encore plus radicales de réappropriation du savoir et de la mémoire dans les fragments qui suivent. Les ports fantômes oubliés ne furent jamais conçus pour être des destinations finales. Ils naquirent comme des nœuds provisoires, des stations de passage édifiées pour soutenir des flux commerciaux ou militaires qui cessèrent depuis longtemps d'exister. Lorsque ces flux se déplacèrent ou s'effondrèrent, les ports restèrent, suspendus dans une utilité inachevée. Dans la piraterie du 41e millénaire, ils devinrent des lieux de survivance fonctionnels, utilisés sans être pleinement réactivés, habités sans jamais être revendiqués. Ces ports ne sont pas des ruines mortes. Ils conservent une activité résiduelle, maintenue par des systèmes automatisés, partiellement opérationnels, et par des communautés humaines réduites à l'essentiel. Les niveaux d'énergie fluctuent, certaines sections demeurent pressurisées, tandis que d'autres ont été abandonnées au vide. Les pirates apprennent à naviguer dans cette hétérogénéité, exploitant les zones encore viables sans tenter de restaurer l'ensemble. Restaurer impliquerait une visibilité accrue, une dépense énergétique injustifiable et une fixation territoriale dangereuse. Le port fantôme doit rester incomplet pour demeurer sûr. La fonction principale de ces ports est la transition. Ils servent de lieu où le mouvement ralentit sans s'arrêter complètement.
Les vaisseaux y demeurent suffisamment longtemps pour effectuer des réparations urgentes, échanger des ressources ou synchroniser des informations, mais jamais assez pour s'y enraciner. Cette temporalité brève empêche la formation d'une autorité stable. Les ports fantômes n'ont pas de gouvernance centrale durable. Leur organisation repose sur des équilibres tacites entre ceux qui y passent régulièrement et ceux qui y résident de manière permanente. Les résidents des ports fantômes constituent des communautés singulières. Ils ne sont ni pleinement pirates, ni entièrement extérieurs à leur monde. Souvent descendants de personnels abandonnés ou de civils attirés par l'absence de contrôle impérial, ils vivent dans une économie de récupération et de services intermittents. Leur survie dépend de leur capacité à rester utiles sans devenir indispensables. Un port trop organisé attire l'attention. Un port trop désorganisé cesse d'être exploitable. Cette tension structure leur existence quotidienne. Les pirates entretiennent une relation prudente avec ces communautés. Ils évitent d'imposer des règles strictes, car cela créerait une dépendance dangereuse. En même temps, ils interviennent lorsque l'équilibre menace de se rompre. Une communauté trop exploitée s'effondre, privant les routes environnantes d'un point d'appui essentiel. Les interventions pirates prennent alors la forme de corrections discrètes, redistribution limitée de ressources, évacuation partielle, suppression ciblée d'éléments perturbateurs. Ces actions ne sont jamais présentées comme des actes de gouvernance. Elles sont justifiées par la nécessité de maintenir la viabilité du port. Les ports fantômes jouent aussi un rôle crucial dans la circulation de l'information. Leur position intermédiaire en fait des lieux d'accumulation de récits fragmentaires, de rumeurs techniques et de mises en garde. Ces informations ne sont jamais centralisées. Elles circulent sous forme de conversations éparses, d'inscriptions effacées, de données partiellement corrompues, stockées dans des cogitateurs vieillissants. Les pirates apprennent à extraire de cette masse incohérente des indications utiles, en recoupant les sources et en évaluant la fiabilité relative des informateurs. La mémoire des ports fantômes est instable. Chaque période d'abandon partiel efface une partie de leur histoire. Les sections scellées deviennent des archives involontaires, conservant des traces matérielles d'époques successives. Les pirates qui explorent ces zones fermées découvrent parfois des équipements intacts, des journaux incomplets, des signes de vie interrompus. Ces découvertes ne sont pas exploitées à des fins commémoratives. Elles servent à ajuster la compréhension des cycles de déclin et à anticiper les risques futurs. Les ports fantômes offrent également un refuge temporaire face aux perturbations du warp. Leur emplacement, souvent choisi à l'origine pour sa stabilité relative, conserve une valeur stratégique. Lors de dégradations soudaines des routes, ces ports deviennent des zones d'attente où les flottes peuvent suspendre leurs mouvements sans se disperser complètement. Cette fonction de refuge renforce leur importance tout en augmentant leur vulnérabilité. Une concentration excessive de vaisseaux attire l'attention et épuise rapidement les ressources locales. Les pirates doivent alors gérer une présence minimale, répartissant les arrivées et les départs pour éviter l'effondrement. La relation des ports fantômes à l'Imperium est ambiguë. Certains figurent encore sur des cartes obsolètes, classées comme installations hors service. D'autres ont disparu de toute documentation officielle. Cette invisibilité partielle les protège, mais elle n'est jamais totale. Lorsqu'un port devient trop actif, il risque une redécouverte brutale. Les pirates anticipent cette éventualité en maintenant des itinéraires de fuite et en conservant le port dans un état volontairement dégradé. La ruine devient un camouflage. Avec le temps, certains ports fantômes cessent complètement d'être utilisés. Leur infrastructure se dégrade au point de devenir inhabitable, où les routes qui y mènent s'effondrent définitivement. Ces ports ne sont pas détruits. Ils restent en orbite, dérivant lentement, transformés en monuments involontaires d'une fonction perdue. Leur existence rappelle que même les points d'ancrage les plus utiles sont temporaires dans le 40 et 1e millénaire. Pour les pirates, les ports fantômes oubliés incarnent une vérité essentielle. La survie repose sur la capacité à utiliser sans posséder, à habiter sans revendiquer, à maintenir sans restaurer entièrement.
Ces lieux intermédiaires prolongent la continuité sans offrir de stabilité illusoire. Ils sont des pauses dans la dérive, des respirations fragiles entre deux mouvements, où l'humanité persiste à l'état minimal, consciente que toute fixation durable finirait par attirer une force destructrice. Ainsi, les ports fantômes oubliés ne sont ni des refuges définitifs, ni des vestiges passifs. Ils sont des structures liminales, adaptées à un univers fragmenté. Leur silence n'est pas un vide, mais une retenue. Dans cet espace suspendu, la piraterie du 41e millénaire trouve un équilibre précaire entre mouvement et immobilité, préparant la transition vers des formes encore plus complexes d'alliances, de trahison et de survie partagées dans les fragments à venir. Les alliances de nécessité ne naquirent jamais d'une confiance préalable, ni d'une vision commune du futur. Elles émergèrent lorsque l'isolement devint plus coûteux que la coopération temporaire. Dans la piraterie du 41e millénaire, toute flotte apprend tôt que l'autosuffisance absolue est une illusion dangereuse. Les routes se dégradent, les ressources fluctuent, le warp impose des contraintes imprévisibles. À certains seuils critiques, continuer seul signifie disparaître sans témoin. C'est dans ces moments précis que l'alliance devient une option rationnelle, non comme projet durable, mais comme mécanisme de survie différé. Ces alliances ne sont jamais fondées sur une égalité idéologique. Elles reposent sur une asymétrie reconnue et acceptée. Une flotte peut offrir l'accès à une route instable qu'elle maîtrise encore. Une autre apporte des capacités de réparation avancées ou une information stratégique récente. Chaque partie entre dans l'alliance avec une conscience aiguë de ce qu'elle risque de perdre. Rien n'est partagé intégralement. Les informations sont fragmentées, les ressources divisées selon des calculs prudents. L'alliance de nécessité ne cherche pas à fusionner, mais à superposer temporairement des trajectoires. La durée de ces alliances est rarement définie explicitement. Elles se maintiennent tant que la condition qui les a rendues nécessaires persiste. Une traversée warp particulièrement dangereuse, une zone de pillage devenue trop instable, une pression impériale accrue suffisent à justifier leur formation. Une fois l'obstacle franchi ou la pression relâchée, l'alliance se dissout sans déclaration formelle. Cette dissolution n'est pas perçue comme une trahison. Elle est l'aboutissement logique de l'accord implicite initial. Prolonger une alliance au-delà de sa nécessité serait introduire un risque inutile. Les mécanismes de coordination au sein de ces alliances sont volontairement rudimentaires. Les communications sont limitées à l'essentiel, souvent redondantes, afin de réduire les malentendus. Les décisions majeures sont prises par consensus pragmatique, non par hiérarchie. Lorsqu'un désaccord survient, la priorité est donnée à la réduction des pertes, plutôt qu'à l'imposition d'une solution. Cette approche produit une lenteur apparente, mais elle évite les ruptures brutales. Dans un environnement où toute erreur peut être fatale, la prudence collective prime sur l'efficacité immédiate. La confiance, dans ce contexte, n'est jamais totale. Elle est fractionnée, conditionnelle, constamment réévaluée. Chaque flotte observe attentivement les comportements des autres, cherchant des signes de déviation par rapport aux attentes implicites. Une modification imprévue de trajectoire, une rétention d'informations ou un retard injustifié déclenchent des ajustements immédiats. Les alliances de nécessité intègrent la méfiance comme un composant normal de leur fonctionnement. Cette méfiance n'est pas hostile. Elle est considérée comme une forme de vigilance mutuelle. Les alliances influencent profondément les pratiques opérationnelles. Les flottes doivent ajuster leur rythme, harmoniser partiellement leurs protocoles et accepter des compromis techniques. Ces ajustements laissent des traces durables. Après la dissolution d'une alliance, certaines pratiques subsistent, intégrées aux routines internes. Ainsi, même éphémères, ces alliances produisent une diffusion lente de méthodes, de rites et de solutions techniques. La piraterie évolue moins par innovation isolée que par accumulation de ces influences temporaires. Les tensions internes sont inévitables. Chaque alliance rassemble des cultures opérationnelles différentes, des interprétations distinctes du risque et de la priorité. Ces divergences ne sont pas résolues par un arbitrage central.
Elles sont gérées par l'évitement et la compartimentation. Les flottes limitent les interactions directes entre équipages, réduisent les zones de friction et clarifient les responsabilités. Cette séparation fonctionnelle empêche l'escalade des conflits, mais elle renforce aussi la distance émotionnelle. L'alliance reste un outil, jamais une communauté. Les alliances de nécessité jouent également un rôle crucial face aux menaces extérieures. Lorsqu'une force impériale ou une entité du Warp perturbe une région entière, aucune flotte isolée ne peut absorber seule le choc. L'alliance permet une dispersion coordonnée, une diversion collective ou une évacuation progressive. Ces manœuvres ne visent pas à vaincre l'ennemi, mais à survivre à sa présence. La victoire n'est pas définie par la destruction de l'adversaire, mais par la persistance après son passage. Dans certains cas rares, des alliances de nécessité se répètent entre les mêmes flottes à des intervalles différents. Cette répétition crée une forme de familiarité prudente. Les flottes apprennent à anticiper les comportements des autres, réduisant le coût cognitif de la coordination. Toutefois, cette familiarité ne se transforme pas en alliance permanente. Elle reste conditionnelle, toujours susceptible d'être remise en cause par un changement de contexte. La mémoire de collaboration passée facilite la coopération future, sans jamais l'assurer. Les échecs d'alliance laissent des traces profondes. Une coordination mal ajustée, une fuite prématurée ou une information erronée peuvent entraîner des pertes irréversibles. Ces échecs ne donnent pas lieu à des représailles immédiates. Ils produisent une réécriture silencieuse des réseaux de confiance. Une flotte jugée trop imprévisible ou trop opportuniste se retrouve progressivement exclue des alliances futures. Cette exclusion n'est pas annoncée. Elle se manifeste par une absence d'invitation, des silences prolongés, des routes soudainement fermées. L'isolement devient la sanction ultime. Les alliances de nécessité influencent également la perception du collectif dans la culture pirate. Elles démontrent qu'une coopération est possible sans idéologie partagée ni autorité centrale. Elles offrent un contrepoint à l'isolement radical sans pour autant proposer une alternative stable. Cette vision du collectif comme outil temporaire façonne une identité pirate fondamentalement ambivalente, capable de s'unir face à l'urgence, mais réticente à toute forme d'intégration durable. Avec le temps, certaines alliances laissent derrière elles des structures résiduelles, des points de rendez-vous implicites, des protocoles d'urgence partagés, des canaux de communication dormants persistent après la dissolution formelle. Ces résidus facilitent la reformation rapide d'alliances lorsque des conditions similaires réapparaissent. La piraterie développe ainsi une infrastructure relationnelle diffuse, composée de liens faibles mais nombreux. Cette infrastructure n'est jamais cartographiée explicitement. Elle existe dans la mémoire collective, fragmentée et instable. Les alliances de nécessité révèlent une vérité fondamentale du 41e millénaire. La survie humaine, même dans ses formes les plus marginales, ne peut se maintenir uniquement par l'individualisme absolu. Pourtant, toute tentative de construction collective durable attire des forces de destruction disproportionnées. L'alliance devient alors un compromis instable, une réponse transitoire à une pression immédiate. Elle n'offre ni salut ni stabilité, seulement du temps. Ainsi, les alliances de nécessité s'inscrivent comme des structures éphémères mais essentielles dans l'histoire des pirates. Elles ne construisent pas des empires et ne fondent pas des légendes durables. Elles permettent simplement de franchir un seuil de plus, de retarder une disparition annoncée. Dans leur caractère provisoire réside leur efficacité. Elles incarnent une coopération sans illusion, adaptée à un univers où toute permanence est suspecte et où survivre ensemble, même brièvement, vaut parfois mieux que disparaître seul dans le silence du vide. La lente dérive morale ne fut jamais perçue comme une chute brutale ni comme une transgression consciente. Elle se manifesta sous la forme d'ajustements successifs, chacun justifié par une contrainte immédiate, chacun paraissant raisonnable dans son contexte. Dans la piraterie du 41e millénaire, la morale ne s'effondre pas, elle se réorganise
autour de priorités mouvantes. Ce processus ne produit ni rupture nette, ni moment de bascule identifiable. Il s'inscrit dans la durée, dilué dans des décisions quotidiennes dont l'accumulation transforme progressivement ce qui est jugé acceptable. Au départ, les repères hérités de l'impérium subsistent. Certaines limites sont respectées sans être formalisées. Ne pas détruire ce qui peut encore servir. Ne pas sacrifier inutilement un équipage allié. Ne pas compromettre une route par excès de prédation. Ces principes ne sont pas moraux au sens idéologique. Ils sont fonctionnels, hérités d'un cadre où l'ordre impérial associait encore survie et conformité. Mais à mesure que les contextes changent, ces repères sont mis à l'épreuve par des situations où leur application stricte entraîne des pertes disproportionnées. La dérive commence souvent par une exception. Une décision prise dans l'urgence, justifiée par l'absence d'alternatives viables. Une cargaison civile détournée parce qu'aucune autre ressource n'est accessible. Un allié abandonné parce que rester signifierait une destruction certaine pour tous. Ces choix ne sont pas vécus comme des fautes, mais comme des sacrifices nécessaires. Leur acceptation repose sur une rationalité froide, orientée vers la continuité immédiate. La morale devient alors contextuelle, liée à l'évaluation du risque plutôt qu'à un principe stable. Ce qui rend cette dérive lente est l'absence de sanctions symboliques. Dans l'impérium, la transgression morale est encadrée par un système de culpabilité, de pénitence ou de répression. Chez les pirates, aucune structure comparable n'existe. Les décisions sont évaluées uniquement à l'aune de leurs conséquences observables. Si une transgression ne produit pas d'effondrement immédiat, elle est intégrée comme une option supplémentaire dans le répertoire des possibles. La normalisation s'opère sans débat, par simple répétition. La dérive morale est également renforcée par la fragmentation des responsabilités. Les décisions critiques sont souvent prises collectivement ou de manière distribuée. Chacun n'assume qu'une part limitée du choix final. Cette dilution réduit la charge psychique individuelle. La responsabilité devient diffuse, difficile à localiser. Il n'existe pas de figure centrale sur laquelle projeter la faute. La flotte agit, et l'action collective se substitue au jugement moral personnel. Ce mécanisme protège les individus d'une culpabilité paralysante, mais il accélère l'érosion des limites. Avec le temps, certaines pratiques initialement perçues comme extrêmes deviennent routinières. La manipulation d'informations pour orienter des flottes concurrentes vers des zones dangereuses. L'exploitation prolongée de communautés marginales au-delà de leur seuil de résilience. L'abandon systématique de vaisseaux jugés trop coûteux à secourir. Ces pratiques ne sont pas célébrées. Elles sont simplement intégrées au calcul standard. La dérive morale ne produit pas de fierté cynique. Elle engendre une indifférence fonctionnelle. Cette indifférence est souvent confondue avec une forme de maturité. Les pirates parlent alors de lucidité, de compréhension réaliste du monde tel qu'il est. Les discours internes valorisent la capacité à prendre des décisions difficiles, sans hésitation excessive. La compassion est redéfinie comme un risque potentiel, une variable émotionnelle à contrôler. Cette reconfiguration ne supprime pas l'empathie humaine, mais elle la canalise strictement vers le cercle immédiat de l'équipage. Au-delà de ce cercle, les autres deviennent des abstractions opérationnelles. La dérive morale n'est cependant ni uniforme ni totale. Des résistances subsistent, souvent incarnées par des individus ou des sous-groupes attachés à des pratiques plus anciennes. Ces résistances ne prennent pas la forme de révoltes ouvertes. Elles s'expriment par des hésitations, des détours coûteux, des décisions marginalement moins efficaces mais perçues comme nécessaires pour préserver une cohérence interne. Ces actes ralentissent la dérive sans l'inverser. Ils créent des poches de tension où la morale ancienne et la rationalité nouvelle coexistent temporairement. Les conflits issus de cette tension sont rarement explicites. Ils se traduisent par des désaccords techniques, des divergences d'évaluation du risque, des priorités contradictoires. La morale n'est jamais nommée comme telle. Elle se cache derrière des arguments opérationnels. Cette dissimulation rend la dérive plus difficile à identifier.
Il n'y a pas de débat sur le bien et le mal, seulement sur l'efficacité et la viabilité. La morale se dissout dans le langage de la survie. À mesure que les générations se succèdent, la mémoire des limites antérieures s'estompe. Les nouveaux membres des flottes n'ont pas connu les phases où certaines décisions étaient encore impensables. Pour eux, les pratiques actuelles constituent la norme. La dérive morale devient invisible, car elle n'est plus perçue comme une dérive. Elle est simplement l'état du monde tel qu'il est transmis. Ce phénomène crée une rupture silencieuse entre les générations, non marquée par un conflit, mais par une différence de référence implicite. Cette évolution a des conséquences profondes sur la manière dont les pirates perçoivent l'humanité elle-même. L'idée d'une communauté humaine large, partageant des valeurs communes, perd toute pertinence opérationnelle. L'humanité se réduit à des ensembles locaux, définis par des interdépendances concrètes. En dehors de ces ensembles, la notion d'obligation morale s'affaiblit fortement. Cette réduction n'est pas idéologique. Elle est le résultat logique d'un environnement où la survie dépend de la capacité à limiter le champ de la responsabilité. La lente dérive morale ne conduit pas nécessairement à une cruauté exacerbée. Elle conduit plus souvent à une neutralité froide. Les actes ne sont ni justifiés ni condamnés moralement. Ils sont évalués, puis exécutés ou non. Cette neutralité permet une efficacité accrue, mais elle engendre aussi une perte progressive de repères symboliques. Les pirates vivent dans un monde où les décisions sont rarement regrettées, mais rarement pleinement assumées sur le plan éthique. Certains événements exceptionnels provoquent néanmoins des fissures dans cette neutralité. Une perte massive causée par une décision trop cynique, la disparition d'un allié ancien sacrifié trop facilement. Ces moments produisent des silences prolongés, des réévaluations discrètes, parfois des changements de trajectoire. La dérive morale n'est jamais totalement irréversible. Elle peut être ralentie, infléchie, mais rarement annulée. Les corrections sont locales et temporaires. Dans le 41e millénaire, la lente dérive morale n'est pas un signe de corruption spectaculaire. Elle est une adaptation progressive à un univers où les cadres normatifs se sont effondrés. Les pirates ne deviennent pas des monstres conscients, ils deviennent des gestionnaires de pénurie morale, ajustant sans cesse leurs critères pour continuer à agir sans se dissoudre psychiquement. Cette dérive permet de survivre, mais elle laisse derrière elle un paysage humain appauvri, où la mémoire des anciennes limites subsiste seulement comme une rumeur indistincte. Ainsi, la dérive morale s'inscrit comme un processus structurel, indissociable de la piraterie elle-même. Elle ne résulte pas d'un choix unique, mais d'une accumulation de décisions contraintes. Elle transforme la morale en variable adaptative, modulée par le risque et la rareté. Dans ce lent glissement, l'humanité ne disparaît pas, mais elle se redéfinit constamment, cherchant un équilibre fragile entre la nécessité de continuer et le souvenir toujours plus lointain de ce qu'elle fut autrefois. La mémoire effacée des flottes ne disparaît jamais d'un seul coup. Elle se dissout par strates successives, à mesure que les supports matériels se dégradent et que les témoins humains disparaissent sans transmission complète. Dans la piraterie du 41e millénaire, la mémoire n'est pas détruite intentionnellement. Elle s'érode sous l'effet combiné du temps, du warp et de l'utilité immédiate. Ce qui n'est plus fonctionnel cesse d'être entretenu, et ce qui n'est plus entretenu finit par s'effacer. Les flottes pirates accumulent des archives fragmentaires, journaux de bord incomplets, enregistrements corrompus, cartes annotées dont l'origine est incertaine. Ces fragments sont rarement synthétisés. Il n'existe pas de volonté de reconstituer une histoire cohérente, car cette entreprise demanderait des ressources et une stabilité incompatibles avec la dérive constante. La mémoire devient donc modulaire. Chaque élément est conservé tant qu'il éclaire une décision présente. Une fois cette utilité perdue, l'élément est relégué, puis oublié. L'effacement est accéléré par la mobilité permanente. Les flottes ne disposent pas de lieux dédiés à la conservation. Les données sont stockées dans des systèmes vieillissants, soumis aux fluctuations énergétiques et aux perturbations du warp. Les copies de sauvegarde se multiplient, mais elles sont rarement synchronisées.
Cette redondance imparfaite crée des versions divergentes du même événement. Avec le temps, il devient impossible de déterminer laquelle reflète une réalité passée. La mémoire cesse d'être un enregistrement fiable et devient un champ de possibilités contradictoires. Les pertes humaines jouent un rôle central dans cet effacement. Lorsqu'un individu porteur d'un savoir spécifique disparaît sans l'avoir transmis intégralement, ce savoir se fragmente ou s'éteint. Les pirates tentent de limiter ces pertes par une transmission pratique, mais certaines connaissances ne se prêtent pas à cette méthode. Les récits complexes, les justifications anciennes, les origines des pratiques se perdent plus vite que les gestes eux-mêmes. Ainsi, les flottes conservent des procédures dont elles ont oublié la raison d'être. Cette dissociation entre pratique et origine modifie profondément la relation au passé. Les pirates n'ignorent pas qu'ils ont une histoire. Ils en ressentent la présence diffuse à travers des habitudes inexplicables, des interdits tacites, des choix répétés sans justification claire. Mais cette histoire n'est plus accessible comme un récit continu. Elle existe comme une série de traces sans contexte, impossible à relier sans spéculation. La mémoire effacée produit une culture de l'acceptation de l'incomplétude. L'effacement est également volontaire dans certains cas. Lorsque des événements sont associés à des pertes trop importantes ou à des décisions jugées inacceptables rétrospectivement, leur mémoire est laissée se dégrader. Les archives correspondantes ne sont pas détruites, mais elles ne sont plus consultées. Cette négligence passive permet de neutraliser des souvenirs perturbateurs sans confrontation directe. La mémoire devient alors un espace de sélection silencieuse, où ce qui menace la cohésion est laissé à l'oubli. Les flottes développent des mécanismes pour fonctionner malgré cette amnésie progressive. Les décisions sont prises sur la base d'indicateurs présents plutôt que sur des précédents détaillés. L'expérience récente prime sur l'expérience ancienne. Cette focalisation réduit le poids du passé, mais elle rend aussi les flottes vulnérables à la répétition d'erreurs déjà commises. Sans mémoire structurée, chaque génération redécouvre des limites déjà connues, payant à nouveau le coût de l'apprentissage. La mémoire effacée influence aussi les relations entre flottes. Les alliances passées, les trahisons anciennes et les dettes implicites se perdent avec le temps. Une flotte peut rencontrer une autre sans reconnaître une histoire commune, pourtant significative. Cette amnésie réduit les conflits hérités, mais elle empêche aussi l'accumulation d'une confiance durable. Chaque interaction est évaluée presque à partir de zéro, renforçant la prudence systémique. La mémoire collective fragmentée favorise un présent perpétuel, dépourvu de continuité relationnelle profonde. Les objets matériels deviennent alors des substituts de mémoire. Une coque ancienne, une balise abandonnée, un port fantôme servent de repères tangibles là où les récits ont disparu. Ces objets ne racontent pas une histoire précise. Ils signalent simplement qu'une activité passée a existé. Les pirates interprètent ces vestiges comme des avertissements ou des opportunités, non comme des monuments commémoratifs. La mémoire se matérialise sans narration. Avec le temps, certaines flottes perdent même la conscience de leur propre ancienneté. Elles continuent d'opérer selon des routines héritées, sans percevoir qu'elles sont le produit de siècles d'adaptation. Cette perte de profondeur temporelle modifie la perception de soi. L'identité se réduit au présent opérationnel. La flotte existe parce qu'elle fonctionne, non parce qu'elle s'inscrit dans une lignée identifiable. Cette réduction facilite l'adaptation rapide, mais elle appauvrit la capacité à se projeter dans une continuité longue. La mémoire effacée n'est pas synonyme d'ignorance totale. Elle produit une autre forme de savoir, tacite et incarné. Les pirates savent sans pouvoir expliquer. Ils reconnaissent des situations dangereuses sans en connaître l'origine historique. Cette intuition collective est efficace à court terme, mais fragile. Elle dépend de la présence d'individus expérimentés et s'effondre lorsque ceux-ci disparaissent. Sans ancrage narratif, le savoir ne se protège pas lui-même. Dans certains cas rares, des tentatives de reconstruction de la mémoire émergent. Une flotte décide de rassembler ses fragments, de comparer ses archives, de reconstituer une chronologie approximative.
Ces efforts sont souvent interrompus par des contraintes extérieures. Fuite nécessaire, perte de données, disparition des chercheurs. Lorsqu'ils aboutissent partiellement, ils produisent une conscience accrue de la fragilité collective. Cette lucidité peut renforcer la cohésion temporairement, mais elle n'inverse pas la tendance globale à l'effacement. La mémoire effacée façonne enfin la manière dont les pirates perçoivent l'avenir. Sans récit stable du passé, l'avenir ne peut être conçu comme une progression. Il devient une simple continuation conditionnelle. Les flottes ne cherchent pas à laisser une trace durable. Elles cherchent à éviter une disparition immédiate. Cette orientation vers le présent perpétuel est une adaptation rationnelle à un environnement hostile. Mais elle condamne toute ambition de transmission consciente à long terme. Ainsi, la mémoire effacée des flottes n'est pas une catastrophe soudaine, mais un état structurel. Elle résulte d'un compromis constant entre survie et conservation. En laissant le passé se dissoudre, les pirates allègent leur charge cognitive et émotionnelle, au prix d'une répétition cyclique des mêmes épreuves. Dans le 41e millénaire, cet oubli n'est pas une faiblesse individuelle. Il est une condition collective d'existence, inscrite dans la dérive même de ceux qui continuent à naviguer sans archives complètes, vers un futur sans promesse. L'oubli comme destination ne fut jamais formulé comme un objectif conscient. Il s'imposa progressivement comme l'issue logique d'une trajectoire où chaque choix visait à prolonger l'instant présent sans engager l'avenir. Dans la piraterie du 41e millénaire, le mouvement n'est pas orienté vers une conquête, ni même vers une survie éternelle, mais vers une disparition différée, rendue supportable par la continuité provisoire. L'oubli n'est pas recherché, il est accepté comme une conséquence inévitable. Les flottes pirates naviguent avec la certitude, diffuse qu'aucune trace durable ne subsistera. Leurs routes se dégraderont, leurs ports fantômes dériveront hors d'usage, leurs pratiques seront remplacées ou dissoutes. Cette certitude n'engendre ni désespoir manifeste, ni révolte idéologique. Elle produit une sobriété existentielle. Les décisions sont prises sans illusion de postérité. Ce qui compte est la cohérence immédiate, non la mémoire future. L'oubli devient un horizon silencieux qui délimite toute ambition. Cette orientation modifie profondément la notion de réussite. Une flotte ne mesure pas son accomplissement à la quantité de territoires contrôlés ou de richesses accumulées, mais à la durée pendant laquelle elle a évité l'effondrement total. Exister longtemps sans être absorbé, détruit ou intégré de force constitue déjà une forme de succès. Cette réussite est invisible à l'échelle galactique. Elle ne génère ni chroniques officielles, ni légendes durables. Elle se dissout avec ceux qui l'ont vécue. L'oubli comme destination se manifeste aussi dans la manière dont les flottes envisagent leur propre fin. Il n'y a pas de préparation cérémonielle à la disparition. Lorsqu'une flotte devient non viable, elle se fragmente. Les survivants se dispersent, intégrant d'autres groupes ou disparaissant à leur tour. Le nom de la flotte cesse d'être utilisé. Ses marqueurs deviennent obsolètes. Aucun rite ne consacre sa fin. Cette absence de clôture narrative reflète une acceptation profonde de la discontinuité. Le rapport aux générations futures est presque inexistant. Les pirates transmettent des gestes, des pratiques et des réflexes, mais rarement une vision d'ensemble. Il n'existe pas de projet à léguer. Les héritiers reçoivent des outils de survie, non une mission historique. Cette transmission minimale prépare à continuer, pas à se souvenir. L'oubli est intégré dès l'origine comme un état final probable. Ce réalisme sombre évite la frustration d'une attente déçue. L'oubli agit également comme une protection. Dans un univers où toute trace attire l'attention, disparaître des registres devient une stratégie implicite. Une flotte trop connue est condamnée. En restant diffuse, en laissant ses traces se fragmenter, elle retarde l'intervention destructrice. L'oubli n'est donc pas seulement une fin, mais un moyen. Il permet de persister en échappant à la reconnaissance formelle. Cette invisibilité volontaire façonne des pratiques discrètes, des signatures faibles et des récits contradictoires. À un niveau plus profond,
l'oubli comme destination transforme la relation à l'humanité collective. Les pirates cessent de se percevoir comme les porteurs d'une civilisation continue. Ils se vivent comme des segments temporaires d'un flux humain plus large, dépourvu de direction lisible. Cette perception réduit le poids des grandes narrations impériales et des promesses de salut ou de damnation éternelle. L'existence se resserre autour de cycles courts, où le sens est produit localement et s'éteint avec ceux qui l'ont construit. Cette acceptation n'est pas totale. Des moments de résistance émergent parfois lorsque des individus tentent de consigner une histoire, de préserver un nom ou de fixer une mémoire. Ces tentatives sont rarement couronnées de succès. Elles se heurtent à la mobilité, à la perte de données, à la nécessité de fuir. Lorsqu'elles laissent une trace, celle-ci est fragmentaire, incompréhensible, hors de son contexte. L'oubli finit par l'absorber, confirmant sa fonction de destination ultime. Dans cette perspective, la piraterie n'apparaît plus comme une déviance temporaire, mais comme une forme d'existence adaptée à un univers en décomposition lente. Elle ne cherche pas à inverser l'entropie galactique. Elle apprend à y dériver avec un minimum de cohérence. L'oubli n'est pas une défaite morale, mais un état final compatible avec la survie prolongée. Il libère de l'obligation de durer symboliquement. Ainsi s'achève l'histoire silencieuse des pirates du 41e millénaire. Non par une chute spectaculaire, ni par une absorption totale, mais par une dispersion graduelle dans les marges de la mémoire galactique. Leurs routes se ferment, leurs noms se brouillent, leurs pratiques se recomposent ailleurs, sous d'autres formes. Ce qui demeure n'est pas un héritage identifiable, mais une trace diffuse dans les interstices de l'histoire humaine. L'oubli comme destination n'efface pas l'existence passée. Il la rend indiscernable, mêlée à d'autres dérives, intégrée à un flux plus vaste. Dans ce monde où l'éternité proclamée n'est qu'une illusion administrative, l'oubli offre une fin sans violence symbolique. Il permet de disparaître sans être ni vaincu ni sanctifié. Pour les pirates, c'est peut-être la seule forme de conclusion encore accessible, se dissoudre lentement dans le silence du vide, sans témoins, sans archives complètes, laissant l'univers continuer sans eux, indifférent et intact.